Alors, Maître Ajavon, bonsoir. Bonsoir. Depuis un certain temps, on ne vous entend plus. Vous avez gardé le silence. À quoi cela est dû? Est-ce que Maître Zeus Ajavon est déçu de la politique togolaise? Oui, c'est pour cause. J'ai gardé le silence, c'est pour cause. Et vous n'êtes pas. Vous le dites si bien. C'est pas que je suis déçu de la politique togolaise, mais c'est que je suis déçu du comportement d'abord du pouvoir en premier. Ensuite, de la façon dont les choses sont passées la dernière fois. Très déçu. Parce que, le pouvoir, j'avais pensé, vous savez, j'avais pensé que l'élection présidentielle dernière, allait générer la paix dans notre pays, pour que nous nous attelions ensemble rapidement au développement de ce pays. Et pourquoi j'ai pensé ça? Parce que je connais bien le général Sangaré. Nous avons travaillé ensemble à l'OIF. C'est quelqu'un de droit qui fait son travail comme il faut. N'oublie pas, il est général, hein? Un vrai. Un vrai. Je répète, un vrai. Et donc rigoureux, la rigueur militaire comme on connaît. Et je l'ai vu travailler, c'est quelqu'un qui est bien. Moi, quand je l'ai vu être associé à les gens du Togo, et quand on lui a confié, le rôle qu'on lui a confié dans cette sélection-là, je me suis dit, enfin, on va avoir des élections transparentes au Togo. Enfin, nous allons voir, parce que je sais que le général Sangaré ne va jamais permettre on falsifie les résultats. Mais cette fois-ci, qu'est-ce qui s'est passé? On l'a court-circuité, Sangaré. On a fait des choses alors que lui se préparait à faire autre chose. On a fait des choses alors qu'il se préparait à faire ce qui a été prévu pour que les résultats donnent ce qu'il faut que ça donne. Pour que ça assure la paix sociale dans le pays. Il s'est dépensé comme jamais. Normalement, il s'est dépensé comme si c'était lui qui gérait la CENI. Il a fait beaucoup de choses. Il s'est dépensé pour aller sur le terrain, ramasser les procès-verbaux des bureaux de vote, les amener à nommer. Ils avaient tous les procès-verbaux à sa disposition. Malheureusement, on n'a pas attendu que ces procès-verbaux soient traités. On a proclamé les résultats ce soir-là. Alors qu'on avait promis aux présidents africains, qui étaient les deux qui étaient venus, que les résultats seraient donnés le lendemain. Parce qu'ils avaient dit 48 heures, mais les présidents leur ont dit de travailler toute la nuit, de prendre du café fort, et que les résultats peuvent être donnés le lendemain. Ils ont promis, tous, la CENI et le général, de donner les résultats le lendemain. Mais les résultats ont été donnés le soir même. Les présidents n'ont même pas encore quitté le Togo quand les journalistes étaient appelés pour qu'on puisse leur donner ce résultat que vous avez entendu la dernière fois. Je n'ai pas pensé que le Togo pouvait faire ça. J'ai vu le Togo faire beaucoup de choses lors des élections. Mais ça là, je n'ai pas pensé que ça pouvait être ça. C'est ce qui fait que j'ai été profondément déçu. J'ai été déçu aussi un peu du côté de l'opposition. Parce qu'il y avait une parade à ça. La parade, c'est que il fallait que l'opposition puisse avoir tous les résultats. Pas des moyens qui leur sont propres, le soir même des élections. Tous les résultats sans exception. Et l'opposition ne l'a pas eu. C'est pas qu'il n'a pas eu, l'opposition a affirmé que l'opposition avait ces résultats qui ont été transmis, non pas par les PV, puisque les PV n'étaient pas encore là, mais par un canal de communication, pas satellite et pas internet, pas satellite et pas d'autres moyens électroniques. Comme le pouvoir aussi a fait. Succès, c'est ça, hein, c'est transmission par un canal électronique. Bon, donc, moi j'ai pensé que l'opposition, une fois les résultats en main, devance le pouvoir et les fasse proclamer par la presse internationale.
Je vais vous dire quelque chose. L'élection présidentielle au Nigeria, vous avez entendu dire que les partisans de Goodluck Jonathan n'étaient pas d'accord que Goodluck Jonathan ait félicité son rival. Et pour cause. Parce qu'il s'était organisé pour dire que Goodluck Jonathan a gagné. Ah oui. Ah oui. Et donc quand Goodluck, ça leur a coupé sous les pieds. Et comment ça s'est passé? C'est le soir même que la presse internationale a annoncé que Goodluck Jonathan a perdu. Qu'est-ce que la commission pouvait faire d'autre? Si on devait contester, c'est le pouvoir qui va contester. Ah, c'est clair. Ça aurait pu être la même chose ici. Alors le pouvoir conteste, et alors à ce moment-là on met les preuves. Ah oui. Le pouvoir conteste. On met les preuves. Preuve du pouvoir, preuve de l'opposition, preuve du général Sangaré. Et comme ça, on sait qui a gagné réellement et la paix vient. Or, le pays a fait des élections, une élection présidentielle de plus, et ils ne sont pas sortis de l'auberge. Et le pays, depuis que le résultat est donné, le pays n'est pas gouverné. Oui, mais avant de venir à ça, pourquoi on n'a plus entendu parler du général? Il n'a plus rien dit. Il fallait que, enfin, peut-être qu'il devrait quand même dire quelque chose par rapport à cela. Pourquoi il a gardé le silence? Vous savez, le général fait partie, il travaille pour une organisation internationale. Et il n'est pas de principe que les organisations internationales se répandent en protestation, en contestation et en attaque. C'est beaucoup plus feutré, les relations internationales. Mais pourtant, l'opposition a saisi, je crois le CAP 2015 a saisi l'OIF. L'OIF ne dira jamais qu'une fois que le Togo a annoncé les résultats, l'OIF ne dira jamais que les résultats sont faux. Jamais. Alors, il pourrait à la limite utiliser des termes assez alambiqués, biscornus, pour dire peut-être la même chose, un peu près la même chose, mais jamais de cette façon-là. C'est la règle en matière de relations internationales. C'est comme cela que ça se passe. Vous savez, je me suis laissé dire que la France, l'Allemagne, tout le monde était au courant de ce qui s'est passé. Et savait les résultats. Mais personne ne dira. Ah, c'est clair. C'est ça, ce sont les relations internationales. Il faut que nous le comprenions. Donc, le général Sangaré ne peut pas, en tant qu'expert d'une organisation internationale envoyée au Togo, ne peut pas dire ce qu'il a vu. À la limite, ce qu'il peut faire un rapport à l'OIF. Parce que l'OIF dit qu'il est mandaté au Togo, qu'il a envoyé. À la limite, faire un rapport à l'OIF, que l'OIF enverra ce rapport au Togo. Et si l'OIF veut publier, ou le Togo veut publier, on publiera. Mais si on ne veut pas publier, on ne publiera pas. Mais faire des déclarations, on dit que ça s'est passé devant l'Assemblée, jamais. Vous avez entendu déjà ça une fois lors de l'élection, quelque part? Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Alors, tout à l'heure, vous dites que depuis que les élections sont tenues, oui, que le pays n'est plus dirigé. Oui. Vous savez, est-ce que vous faites référence à la disparition du chef de l'État ces derniers temps? Avant cela, je me suis posé la question. Je me suis demandé pourquoi est-ce que l'opposition n'a pas su faire ce qu'elle devait faire, comme je l'ai dit, comme ça aurait dû être fait, comme ça s'est fait au Nigeria. C'est-à-dire dévancer le pouvoir. Oui. Et la réponse qui m'a été donnée, c'est que CAP 2015 m'a donné cette réponse. Nous avons signé un accord avec le pouvoir le 24. La veille de l'élection. La veille de l'élection. Nous ne pouvons pas publier. Quel genre d'accord, maître? L'accord pour que on ne publie les résultats qu'après, qu'au vu des PV, des bureaux de vote. Or, ils n'avaient pas ces verbaux. Donc, ils ne pouvaient pas les publier, conformément aux accords. Mais alors, vous constatez que, contrairement aux accords, le pouvoir peut tenir à quand même publier les résultats sans les PV.
Parce que la publication qui a été faite ce jour-là, c'est sans les PV. Parce que la PV était encore avec le général Sangaré, qu'il avait soigneusement et religieusement ramené de l'intérieur, et il devait travailler dessus le soir. Et dès qu'il traite, il donne la CENI, il finit de traiter, il donne la CENI. C'est ce qui était prévu, qui devait commencer à 18h, d'après le président de la CENI. Ce travail devait commencer à 18h. Et on a fait, et de fil en aiguille, on a fait la procuration à 20h, sans que le travail n'ait été fait. Ah oui. Ah oui. Et donc, c'est comme si vous allez jouer au football. C'est que l'opposition, c'est là ma déception. L'opposition a été naïve. Une fois de plus. En signant cet accord avec le pouvoir. Et en croyant que le pouvoir va respecter cet accord. Eux, ils vont respecter, ils ont respecté. Mais comme d'habitude, ils ont cru que le pouvoir va respecter. Et comme d'habitude, le pouvoir n'a pas respecté. Moi, c'est comme si vous allez jouer au football. Deux équipes vont aller jouer au football. Ces deux équipes ont toujours joué depuis des années. Et une des équipes a toujours gagné. Mais de façon malhonnête. A toujours venu jouer avec des crampons en métal. Et que les autres sont toujours venus jouer avec des scambas, comme on dit, des tennis. Et ils sont toujours fait ramasser les tibias et les trucs avec ces chaussures. Et ils ont toujours gagné. Parfois même en marquant de la main. Avec un arbitre qui leur appartient, en marquant même des buts de la main. Et vous allez signer une convention avec ces gens-là en disant, pour le prochain match, chacun va mettre des canvas, des tennis. Vous croyez que les gens vont mettre la tennis? Ceux qui, d'habitude, savent que c'est en mettant ces chaussures-là qu'ils vous battent. Vous croyez qu'ils vont mettre aussi les tennis pour venir jouer au football? Vous avez joué tout le temps avec des tennis. Même si les tennis, ce n'est pas ça qui est indiqué. Mais vous jouez avec les tennis. Vous croyez? C'est ça ma déception. C'est pour ça que je me tais. Mais je dis que je prends un peu de recul pour savoir qu'est-ce qu'il y a de faire après ça. Après ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il y a à faire? Il ne faut pas se précipiter pour parler. Il ne faut pas se précipiter pour faire dire ce qu'on va faire. Sinon, je réfléchis, je fais un recul pendant un certain temps pour savoir ce qu'il y a de faire. Et quand je saurai cela, je montrerai au club. Certains estiment que c'est parce que l'opposition n'a plus de stratégie. Peut-être vous qui êtes la société civile, qui êtes derrière l'opposition, enfin qui a travaillé de pair avec l'opposition. Certains estiment que c'est parce que vous n'avez plus de stratégie, c'est pour ça que vous êtes limité, que vous n'avez plus, vous n'avez plus rien proposé au peuple et que vous êtes limité. C'est pour ça que vous n'avancez plus. Vous savez, la stratégie, il y a plusieurs stratégies possibles. Il y a la stratégie qui a toujours été utilisée, c'est la stratégie d'alternance par les urnes. Ce qui s'est encore révélé négative. Oui. Il y a maintenant les autres stratégies. L'opposition a toujours cette stratégie. Il y a la stratégie jusqu'au boutiste, comme ça se passe au Burundi. Non, nous ne voulons pas ça dans notre pays. Ce qui s'est passé au Burundi, ce qui s'est passé en Centrafrique, ce qui s'est passé ailleurs, en Côte d'Ivoire, ça, non. C'est une stratégie. Mais l'opposition peut la choisir légalement. Peut également la choisir. Qui peut l'en empêcher? Quand on dit qu'il n'y a pas de stratégie, il y a cette stratégie-là aussi. Je l'ai dit, je le répète. Je ne le cache pas. Si c'est pour avoir des armes pour combattre, il y en a plein. Partout. Partout. Vous voyez, en Centrafrique, quand ça a éclaté, vous voyez le nombre d'armes qui circulent en Centrafrique. Vous voyez le nombre d'armes qu'on a ramassées en Côte d'Ivoire, et pourtant il en reste encore. Vous voyez? Ouais. Et le nombre d'armes qu'on va ramasser au Mali, mais c'est terrible. Mais il y en a plein. Et je dis, tout le monde sait où ça se trouve. Ceux qui veulent chercher, ils savent où ça se trouve. Et je dis que les munitions, ça se vend par kilo. Les armes, ça se vend $15 la pièce ou $30 la pièce. Oui. Et ceux qui savent chercher, savent où trouver.
Mais je vous dis que ce n'est pas la solution. Est-ce que vous voyez ce qui se passe au Burundi en ce moment? Est-ce que c'est la solution? Non. Ce qui se passe en Centrafrique, est-ce que c'est la solution? Et même si ça a été la solution en Côte d'Ivoire, vous voyez ce qui se passe après. Est-ce que c'est la solution? Ce n'est pas la solution. Cette stratégie-là, elle existe. Quand on ne dit pas qu'il n'y en a pas, elle existe. L'opposition veut la prendre, mais en tout cas, moi, je ne souhaite pas, je ne conseille pas qu'on prenne cette stratégie parce qu'elle est destructrice. Maintenant, il y a la seconde stratégie que le peuple prenne. Ce n'est plus l'opposition, c'est le peuple qui prenne ses responsabilités. En quoi faisant par exemple, maître? Oh, l'article 150 est clair. Moi, je l'ai toujours dit, je ne cache pas. L'article 150 de la Constitution togolaise prévoit cela. Prévoit que lorsque les gouvernants font les choses contre la volonté et contre l'intérêt du peuple, le peuple est en droit et c'est son devoir de dire non. Et Charles Debache, qui est le conseiller du pouvoir togolais, l'a écrit dans son livre de droit constitutionnel de première année, qui est, il y en a plein, le monsieur Dakar de Carré de Lomé, et qui appelle ça l'insurrection populaire. Et que c'est lorsque c'est la voix ultime qui appartient au peuple. Il a dit, c'est l'insurrection. Il y a cette voix-là. C'est constitutionnel. Mais ce n'est pas l'opposition qui a cette stratégie-là. L'opposition peut aider à ce que cette stratégie se passe. Mais c'est le peuple qui est propriétaire de cette stratégie. Comme ça, c'est passé au Burkina. Ah oui. L'opposition a suivi ce qui s'est passé au Burkina. A supporté, a suivi, a cautionné, mais ce n'est pas l'opposition qui a organisé les choses. Donc il y a plusieurs stratégies possibles. Dire qu'il n'y a pas de stratégie, non, il y en a plein. Je vous dis la seule qu'il ne faut pas utiliser. Actuellement, il y a deux qui ne peuvent pas utiliser. La négociation, le dialogue. Ça va toujours prôner négociation et dialogue. Vous voyez ce que ça donne? Alors si l'opposition dit encore, bon, on a gagné, les autres disent on va gagner, venez, on va dialoguer. C'est un marché de dupes. Ce n'est pas la peine de dialoguer. Alors il y a ces deux stratégies qu'il faut laisser tomber. La première, le dialogue. À moins que le pouvoir accepte que ce dialogue, qui est un dialogue qui aboutisse à une transition. Parce que le Togo est en crise. Il faut le dire. Le Togo est en crise. Et quand il y a crise, il vaut mieux faire un dialogue pour éviter la crise et aboutir à une transition. Plutôt que la transition soit le fruit de la crise, de l'ouverture de la crise. Oui, mais maître, après l'élection, ce Faure Gnassingbé a quand même nommé un Premier ministre et un gouvernement. Non, il ne fera pas de transition, c'est clair. Non, c'est clair, il ne fera pas de transition. Mais ce serait tant pis pour lui. Mais vous dites tout à l'heure que le pays n'est pas gouverné. Oui, le pays n'est pas gouverné. Qu'est-ce qui vous pousse à dire cela? Je répète, est-ce que depuis que Faure Gnassingbé est élu au mois d'avril, est-ce que vous l'avez vu gouverner? Le Togo a une constitution qui donne des pouvoirs énormes au chef de l'État. Le président togolais est plus fort que le président américain. Il est plus fort que le président français. Il est plus fort que la chancelière allemande. Il est plus fort que le premier ministre britannique. C'est-à-dire, maître? C'est-à-dire que tous les pouvoirs qu'il a, c'est lui qui décide. Notre assemblée n'est pas une assemblée. J'ai été député moi-même. L'assemblée aux États-Unis, il faut aller négocier avec cette assemblée. Ah oui. Le président en face de lui, l'assemblée, qui fait ce qu'elle veut. Qui ne lève pas la main quand on dit oui, on lève le doigt. Puis... Non. Est-ce que vous écoutez les médias? La bataille, la bagarre même que Barack Obama livre, le tout puissant président américain livre à son assemblée, à son congrès. Ah oui. Là, il y
y a un contre-pouvoir réel. Au Togo, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. En Afrique, il n'y en a pas. Il n'y a pas de contre-pouvoir réel. Ah, si, il y en a au Bénin. Oh, ne vous en faites pas. L'Assemblée constitue un vrai contre-pouvoir au Bénin. Bon, au Togo, non. Alors, dans ces conditions-là, le président togolais est plus fort que tous les autres présidents. Est-ce que vous l'avez vu? Ça veut dire que tout passe par lui et tout est, comme les Anglais disent, implémenté par lui, mis en œuvre par lui. C'est lui qui est l'alpha et l'oméga des décisions du Togo. C'est lui qui dirige tout, qui fait tout. Le Premier ministre n'est qu'un exécutant. Les ministres sont que des exécutants. L'Assemblée nationale n'est qu'une exécutante. Même les autres institutions, sauf la justice qui peut s'amender. Ah oui, qui peut se... Sinon, la Cour des comptes, ce n'est qu'une... La Constitution, la Cour des comptes, tout ça là, la HAC, tout ça sont des exécutants. Mais alors, le chef d'État est tout puissant dans ce schéma politique. Alors, quand on est aussi puissant, c'est là, tout doit venir il doit être au fourré au mollet. On doit voir le chef d'État à chaque fois qu'il y a un problème, à chaque fois qu'il faut prendre des décisions, vous devez l'entendre, donner sa position. Vous ne voyez pas le président français, le président américain. À chaque fois, il vient, il dit, même si c'est pas en France, même si le Premier ministre dit des choses, mais vous n'entendez pas le président. Ah oui, c'est comme ça que ça se passe, c'est comme ça qu'on gouverne un pays. Depuis qu'il a élu, combien de conseils de ministres il a? Un seul ou deux? Depuis le mois d'avril. Un ou deux. Est-ce que le pays est gouverné de cette façon-là? Alors, sur quoi les ministres travaillent? Sur quoi le Premier ministre travaille? Est-ce que c'est le push du président qui doit servir de base à leur action? Oui, maître, la directrice de cabinet avait entre-temps dit que le président se reposait. Vous savez, dans tous les pays du monde, le président se repose. Les présidents prennent des vacances officiellement. Ils vont se reposer dans tous les pays au monde. Est-ce que le chef d'État nous a dit qu'il va se reposer? Il a pris des vacances? Non. Non. Et les vacances en matière politique, ça varie en 2 semaines et 1 mois. Ah oui. Parce qu'il y a tellement de choses à faire que ça peut être... Je vous dis, depuis le mois d'avril qu'il a été élu, vous l'avez vu recevoir l'envoyé américain. Vous l'avez vu faire ensuite aller aux obsèques de Monsieur Couteau. Vous l'avez vu ensuite recevoir, aller aux Evala. Vous l'avez vu ensuite faire un conseil de ministre. Et puis après. C'est-à-dire que vous confirmez qu'il est malade, maître? En tout cas, moi, je ne suis pas au sein des CNSM pour savoir s'il est malade. Mais moi, je constate qu'il est invisible. Je constate qu'il est invisible. Ou il est malade, ou il est bien portant et il préfère se vautrer dans la farniente. Ah oui? Ou il se vautre dans la farniente, ou il est malade. Parce que c'est pire que quand il était... C'est pire qu'avant les élections présidentielles. Bon, disons que, à moins que le chef d'État ne se bat parce que pendant l'élection présidentielle, il était visible. Ah, il était tout le temps visible. Oui, c'est comme ça que se comporte un président. À moins que lorsque ses intérêts sont en jeu, c'est à ce moment-là seulement qu'il se montre et qu'il agit. Et que lorsque ses intérêts sont assouvis, c'est fini. Il est sur la coule douce. Est-ce que c'est ça? Ou alors est-ce qu'il est malade? Je ne sais pas. C'est l'un ou l'autre.